Et notre invité ce soir sur CNews, c'est Benoît Hamon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à la présidentielle. Hier, 2 citoyens français radicalisés en prison ont été arrêtés alors qu'ils projetaient un attentat imminent à l'aide d'armes de poing et d'explosifs. A priori, l'un ou plusieurs des candidats à la présidentielle étaient visés. Est-ce que vous avez renforcé votre sécurité, notamment pour votre rassemblement Place de la République aujourd'hui ? Oui, d'abord, nous avons été informés, je crois que c'était vendredi dernier, en tout cas de risques qui étaient surélevé en tout cas été élevé pour les candidats à l'élection présidentielle. Donc nous avons déjà eu une protection directe, rapprochée et renforcée. Mais est-ce que vous allez porter un gilet pare-balles lors de vos déplacements ? Non. Non, évidemment non. Mais évidemment, après, en lien avec la préfecture de police à Paris pour le Rassemblement de la République, par exemple tout à l'heure, à partir de 17h, et voilà, on aura des mesures de sécurité classiques. En même temps, moi, je me réjouis que les 2 personnes qui projetaient cela aient été arrêtées. C'est d'abord dire que nos services de renseignement travaillent bien, et ils travaillent bien, et ils obtiennent des résultats, et ces résultats ont permis de déjouer un attentat. Donc, et ça peut modifier le cours de la présidentielle ou pas ? L'irruption du terrorisme, comme ça. D'abord, je ne crois pas qu'il ait jamais vraiment quitté la tête des Français, parce que si ça frappait pas chez nous, ça frappait ailleurs, et ça frappait à Londres, ça frappait en Allemagne récemment avec l'attentat contre le bus des joueurs de Dortmund. Donc on voit bien qu'il y a le risque est permanent, et on savait que l'élection présidentielle serait une cible de choix. Pourquoi ? Parce que elle est ultra médiatisée. Donc voilà, moi non, ça ne change pas fondamentalement à mes yeux le contexte de la campagne. Le risque du terrorisme islamiste est donc présent absolument à chaque seconde en France. Qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre la radicalisation en prison, puisque ces 2 jeunes individus se sont rencontrés et radicalisés en prison, en détention ? D'abord, il y a de la surpopulation en prison. Il y a des gens qui ne devraient pas se croiser, qui se croisent, qui se retrouvent ensemble et qui, dans les faits, se radicalisent, s'auto-radicalisent, peu importe. Mais on sait que la prison est devenue criminogène. Et la réponse, c'est pas davantage de places de prison, à mes yeux, c'est davantage d'alternatives, notamment pour les courtes peines. C'est-à-dire des gens qui ont été délinquants, se retrouvent en prison et finalement vont se retrouver projetés dans un milieu encore plus violent que celui qu'ils connaissaient auparavant. Est-ce que c'est pas le laxisme que vous reprochent vos concurrents ? Je pense qu'au contraire, c'est l'efficacité. Le laxisme, c'est de continuer des solutions qui sont des solutions dont on sait qu'elles fabriquent du crime. Et aujourd'hui, la prison fabrique le crime. Hélas, là où elle devrait l'empêcher, le réparer, elle le fabrique. Et sur la radicalisation, est-ce qu'il faut regrouper les détenus radicalisés, au contraire, les éparpiller dans les centrales ? Moi, là-dessus, il y a plusieurs expérimentations qui existent. Je ne me sens pas spécialiste de cela pour vous dire il faut plutôt que cela. Je crois qu'aujourd'hui, il faut regarder avec à la fois les spécialistes, la justice et à la fois les forces de police, mais aussi ceux qui travaillent sur la radicalisation, ce que sont les meilleures solutions. En tout cas, expérimentons pour trouver de quelle manière demain éviter que la prison ne fabrique le crime, ne fabrique la radicalisation plutôt que le contraire. Voilà. Vous pensez toujours qu'il faut en finir avec l'état d'urgence ? Écoutez, je pense que d'abord, aujourd'hui, il est là, et je ne sais pas s'il nous protège plus. Les forces de police disent qu'aujourd'hui, il n'a plus l'efficacité qu'il avait dans les jours qui ont suivi les attentats. Je pense que ça ne peut pas être un état permanent, surtout que la loi a permis de renforcer aujourd'hui le niveau de protection des Français, la loi ordinaire. Et donc, à mes yeux, il n'est pas forcément indispensable qu'il se poursuive, là où, je rappelle, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont rappelé que ça ne pouvait pas être un état permanent. Marine Le Pen fait un lien entre le terrorisme islamiste et l'immigration. Elle propose un moratoire concernant les visas longue durée. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous proposez ? Moi, je pense que Marine Le Pen fait des amalgames comme d'habitude. En fait, elle pourrait dire directement qu'il y a un problème avec la présence des musulmans en France. Ce sera plus rapide, c'est le fond de sa pensée, c'est le fond de la pensée de ceux et celles qui aujourd'hui l'entourent. Moi, je ne suis pas du tout, évidemment, sur cette ligne politique-là. Je la pense nauséabonde. Et puis surtout, je crois que c'est toujours des mauvaises solutions. Fermer les frontières, ça n'empêchera pas les gens de passer à côté. Et quand ils passeront à côté, ils passeront sans qu'on sache qui ils sont. L'avantage de pouvoir contrôler les frontières, en tout cas de contrôler les flux, c'est qu'on a l'identité de ceux qui rentrent. Le fait de les fermer, nous savons que ça n'empêche pas les gens de passer. Donc je pense que, comme d'habitude, Marine Le Pen nous vend des sornettes et un dispositif qui ne marchera pas. Mais ça, c'est classique. Et en même temps, en disant cela, je suis sûr que ceux qui nous regardent et qui s'apprêtent à voter Front National vont absolument pas changer leur vote. Je leur dis simplement la chose suivante. Votez pour elle. Par les urnes, vous la porterez au pouvoir, vous n'êtes pas certain qu'elle vous rendra le pouvoir. C'est tout. Vous n'avez que ce choix-là à faire. Peut-être que ce sera un choix, faites-le, mais elle ne vous rendra pas le pouvoir. Votre ennemi aujourd'hui, est-ce que ce sont les sondages qui vous donnent à 7,5 d'intention de vote ? Est-ce que vous risquez d'être victime du vote utile, Benoît Hamon ? On est dans une démocratie d'opinion, où dans les faits, aujourd'hui, ça a plus d'importance que les primaires, ça a plus d'importance que les projets politiques. C'est même assez frappant. Et moi, je dis aux citoyens, réveillez-vous.
réveillez-vous, vous aurez les dirigeants que cette démocratie mérite. C'est-à-dire, si la démocratie reste médiocre, on aura des dirigeants médiocres. Et des dirigeants médiocres dont on verra qu'ils ont finalement une feuille blanche au moment où ils s'apprêteront à gouverner, ou alors une feuille qui, pour les uns, nous amènera hors d'Europe, pour les autres, à continuer à démanteler notre modèle social. Est-ce que c'est cela qu'on veut? Est-ce que c'est le peuple que nous voulons être? Et moi, je leur dis, réveillez-vous. Je le dis à nos compatriotes et nos concitoyens, réveillez-vous parce que c'est vous qui avez la main et ne vous laissez pas dicter vos choix. Soyez libres, fondamentalement, soyez le souverain plutôt que de vous faire dicter par les sondages vos comportements. Moi, je ne méprise pas le vote utile. Tous les votes sont utiles. Mais utiles à qui? À ceux qui vont s'installer à l'Élysée ou utiles aux Français? Et objectivement, quand on prend tous les sujets, de l'éducation à l'emploi, à la santé environnementale, regardez les projets politiques. Regardez ceux qui se sont préparés à diriger ce pays, pas ceux qui aujourd'hui enchaînent les messes les unes après les autres dans des églises, puisque les meetings se sont transformés en églises. Vous pensez à Jean-Luc Mélenchon quand vous dites ça? Dans un rapport charismatique et unilatéral. C'est que, est-ce qu'on veut... de quoi? Est-ce que c'est bien cela qu'on veut? Pendant 5 ans, moi je pense qu'on risque d'être déçu 3 mois après. Je dis aux citoyens, choisissez-vous celui ou celle qui travaillera pour vous et ne lâchera rien. Jean-Luc Mélenchon qui vous a remercié hier en meeting d'avoir appelé à voter pour lui au second tour. Il va vite en besogne, il est malin. Il est malin, mais comme il appellera à voter pour moi quand je serai devant lui. C'est le seul registre de tribunicien que vous lui reconnaissez? Il n'a pas d'autre mérite? Il siphonne tout l'électorat de gauche ou pas? D'abord, on verra. Vous voyez, c'est frappant et c'est même frappant. Est-ce que les électeurs deviennent des stratèges aussi en se disant je fais ci pour éviter que ce soit cela? Non, votez pour vous. C'est tout ce que je dis, moi. Votez pour vous. Votez en fonction des projets politiques. C'est la seule fois qu'on vous le demande. Ne ratez pas cette occasion. Elle ne reviendra pas avant 5 ans. Cette occasion. Donc c'est le moment de le faire. Emmanuel Macron se positionne comme le candidat du travail. Travailler plus pour gagner plus, ça vous rappelle quelque chose? Oui, ça me rappelle très bien Nicolas Sarkozy, mais ça ne m'étonne pas qu'il s'inspire de cela. C'est tic et tac. Emmanuel Macron, un jour tic, un jour tac. Sur la colonisation, un jour à Paris, il dit que c'est du bien. Quand il va voir M. Bouteflika en Algérie, il dit que c'est un crime contre l'humanité. Donc la vérité de M. Macron doit être au milieu de la Méditerranée, quand il est dans l'avion. Il va sur Radio J, il dit qu'il est contre la reconnaissance de l'État de Palestine. Il va sur Beurre FM, il dit qu'il est pour la coexistence de 2 États. La vérité doit être dans le véhicule Uber qui le transportait d'une radio à une autre. Je pense qu'il y a aujourd'hui chez Emmanuel Macron une forme de flou. Mais pourquoi est-ce qu'il reste le favori, on va dire, des gens qui vont bien? Parce que les gens qui vont bien savent qu'ils iront toujours mieux avec lui. Et parce que c'est leur intérêt direct. Et c'est pour ça qu'ils le soutiennent et le financent. Avec des amis comme vous, pas besoin d'ennemis. Nouvel appel solennel de Manuel Valls et du maire d'Evry à voter pour Emmanuel Macron. Malgré ça, il y aura un candidat en marche face à lui aux législatives. Écoutez, Manuel Valls est rentré de vacances. Il fait un tract pour Emmanuel Macron, point final. C'est une trahison? Donc, je pense que c'est le peuple de gauche qui, en tout cas, observe cela avec consternation. Est-ce que vous êtes soutenu par le Parti socialiste? Jean-Christophe Cambadélis a saisi la commission des conflits pour régler le cas de ceux qui soutiennent Emmanuel Macron, comme Manuel Valls. Mais pas de résultat pour l'instant. Écoutez, franchement, je n'ai pas envie de me rajouter ce feuilleton-là. Je ne vais pas faire la saison 4 du Parti socialiste et ceux qui choisissent de ne pas me soutenir, etc. Mais c'est important, le PS. Ce sera l'après. Oui, l'après-présidentielle, c'est le PS et les législatives. Au fond, il y aura un après. Ce que sera la place du Parti socialiste dans cet après, je ne le sais pas. Et au fond, le destin des appareils m'importe moins que l'avenir des Français. Est-ce que vous attendez un soutien de François Hollande? Il n'était pas ses critiques envers Jean-Luc Mélenchon, mais rien pour vous? Non. Pas fondamentalement, je n'en attends pas grand-chose. Vous savez, moi j'ai fait ma campagne en essayant d'être concentré sur l'essentiel, le futur. J'observe que ceux qui étaient sur la page précédente veulent, en tout cas, y restent. Moi, je ne suis pas le représentant d'un monde politique qui s'éteint. Je conçois aujourd'hui, avec les thèmes que je porte, l'avenir que je veux incarner, être un des représentants, pas le seul, mais d'une nouvelle génération politique qui se tourne vers l'avenir et aspire à écrire la nouvelle page et pas l'ancienne. Est-ce que l'avenir pourrait passer par une alliance avec une partie de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, une partie de ce qu'il incarne à gauche? Je pense que l'avenir, c'est le rassemblement de la gauche, en tout cas pour ceux qui se revendiquent de gauche, avec une partie de la France insoumise, avec les communistes, avec les écologistes, avec toutes celles et ceux, évidemment des socialistes, qui veulent construire cela. Il y aura un après, et un après dont je souhaite que cet après constitue l'arc d'une majorité présidentielle. C'est mon vœu, c'est mon projet politique. Mais quoi qu'il se passe, il y aura des hommes et des femmes pour travailler au rassemblement de la gauche, parce que sans ce talisman-là, nous serons condamnés finalement à laisser d'autres gouverner. Moi, je ne fais ni partie
de cette gauche qui, quand elle gouverne, renonce et se résigne et se rallie finalement aux axiomes et aux valeurs de ses adversaires, la droite, ni de cette gauche qui pense que gouverner, c'est se corrompre et trahir, et qui refuse l'exercice de pouvoir. L'exercice du pouvoir, c'est prendre un risque. C'est prendre un risque, effectivement, d'être confronté à la réalité, à l'âpreté de décisions qui, parfois, mettent en difficulté les convictions, les certitudes qu'on pouvait avoir, mais je crois qu'il faut prendre ce risque-là, parce que beaucoup de Français attendent justement des dirigeants politiques qui assument avec courage l'exercice du pouvoir, mais à gauche. Et vous voyez incarner ce rassemblement à gauche dans le futur ? Dans le présent, pour commencer. Nicolas Hulot est en colère devant le peu de place accordée à l'écologie dans la campagne. Vous vous sentez visé ? J'espère que non. D'abord pour l'avoir rencontré, je sais que... Il estime que votre approche est un peu plus exigeante pour l'écologie. Oui, je le crois, comme tous les écologistes le pensent et le disent. Moi, je me suis engagé et j'ai tenu bon. J'ai converti ma famille politique à l'écologie, ce qui n'était pas simple. Je l'ai, je crois, obtenu qu'on abandonne les sirènes du productivisme, de cette culture qui finalement nous amenait à considérer comme secondaires, voire négligeables parfois, les questions environnementales. Elles sont au cœur de mon projet politique. Moi, je l'ai fait parce que je pense que si nous ne prenons pas ces décisions, je veux dire, moi, vous, tous ceux qui nous regardent, il est possible que l'on laisse un monde à nos enfants dans lequel eux, même s'ils étaient 100 fois plus responsables que nous, auraient finalement une situation irréversible contre laquelle ils ne pourraient rien. C'est pour ça que j'ai souhaité que cette question-là soit importante, et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de transition écologique sans Europe. Parce que sinon, l'impact de ce que nous ferons tout seuls en France sera si faible, si insignifiant, que nous ne parviendrons pas à inverser aujourd'hui cette courbe inquiétante qui est celle du réchauffement de la planète. D'où l'importance aujourd'hui de rester dans l'Europe pour engager la transition écologique. Moi, j'y crois d'autant plus fort que je pense, et je n'ai pas envie de laisser, en clair, un monde dans lequel, si mes filles grandissent, elles se disent « Écoutez, vous nous avez laissé un monde dégueulasse, et en plus, même si notre désir est de changer cela, nous ne le pouvons plus, parce que maintenant c'est irréversible. » Moi, je ne veux pas cela, et c'est maintenant que ça se décide, en 2017, pas en 2030. Merci beaucoup, Benoît Hamon, d'être venu ce soir sur CNews. Dans un instant, la suite de l'information sur notre antenne.